Bonsoir et bienvenue pour cette conférence de presse. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous présenter les 10 candidates que présente la Fédération de la gauche républicaine dans 10 des 11 circonscriptions des Français résidant à l'étranger. Et sur la 11e, nous soutenons une candidate d'un autre rassemblement de gauche. Alors, un rassemblement, parce que nous avons constitué la Fédération de la gauche républicaine au soir du premier tour de la présidentielle. C'est un projet que nous formions depuis plusieurs mois, plusieurs années, pour certains d'entre nous, travailler sur le fond ensemble. Et donc, le fond, justement, c'est le rassemblement de nos idées, de nos valeurs, de nos convictions, parce que nous pensons aussi que la gauche unie, ça n'est pas la gauche unique. Et donc, c'est l'expression de la diversité politique à travers un travail commun de propositions sur la priorité absolue que nous donnons à l'éducation nationale, la défense et services publics, l'égalité des territoires, la réindustrialisation du pays, la défense très vigilante, exigeante autour de la laïcité, et puis les enjeux du changement climatique et de l'écologie avec la sortie du pétrole avant 2040 et les questions d'indépendance énergétique et d'indépendance alimentaire qui s'y rallient. Là, nous aurons l'occasion de développer certains de ces thèmes de manière un peu plus approfondie, puisque pour les Français de l'étranger, il y a des particularités, et donc on insistera davantage sur tel ou tel point les unes ou les autres, mais ce sont bien des députés de la nation dont on soutient les 10 candidatures et non pas des députés d'un territoire. Et donc, députés de la nation, c'est proposer et voter les lois qui s'appliquent à tous les Français avec une vigilance pour les Françaises et les Français résidant à l'étranger. Alors, tout de suite, je vais me permettre de présenter Mathieu Puydesseaux qui nous accompagne dans cette démarche. Je ne sais pas si Mathieu, tu veux dire quelques mots de présentation, toi qui connais bien toutes ces problématiques-là intimement. Merci Isabelle, bonjour, bon matin, bonsoir, dépendant du fuseau horaire et de l'endroit d'où vous nous regardez ou du moment où vous nous regardez, puisque ceci va être enregistré. Mathieu Puydesseaux, je suis résident français de l'étranger à Berlin depuis plus de 20 ans maintenant, ancien candidat aux élections consulaires ainsi que conseiller au commerce extérieur français. Je me suis tout à fait senti représenté par chacune des personnes qui sont candidates sur cette initiative de la Fédération de la gauche républicaine auprès des Français à l'étranger, parce que c'est d'abord un programme commun national que nous présentons. Un programme qui est fondé sur des valeurs qui nous sont communes, qui sont très fortes, et aussi une démarche, une méthode qui est celle de la convivialité déjà républicaine, toutes et tous entre nous, de l'échange, du travail collectif, des compromis, des concessions parfois aussi à faire pour arriver à un programme que nous puissions tous et toutes porter. Alors ce programme, c'est un programme que nous avons publié avant même le début des campagnes présidentielles ensemble. Nous l'avons approfondi depuis pour les législatives, donc il y a un programme national que vous pouvez constater, et les déclinaisons que nous avons prévues pour les Français de l'étranger. Mais en tant qu'ancien candidat aux élections consulaires, aux élections des conseillers des Français de l'étranger, qui sont les élus des Français de l'étranger dans chacune des circonscriptions consulaires, je tiens à le rappeler, cette élection n'est pas une élection de super conseillers consulaires. Il y a beaucoup de candidates et de candidats dans les circonscriptions d'autres partis qui tentent de localiser au maximum ces élections. Comme l'a rappelé Isabelle, nos députés vont voter la loi, vont contrôler le budget, vont contrôler aussi l'exécutif, c'est-à-dire ce que le gouvernement Borne va faire, ce que le président Macron va vouloir mettre en place et essayer de bloquer ces initiatives-là. Quand on va parler de la réforme des retraites, ce n'est pas la réforme des retraites des Français de l'étranger, c'est la réforme des retraites en France. Et c'est bien pour cela que je soutiens complètement l'initiative que nous avons prise, d'avoir des candidates et des candidats qui ont des liens avec les Français à l'étranger, sans avoir forcément un lien avec la circonscription dans laquelle elles se présentent. Car c'est cela, la nation. C'est tous ensemble. Merci Mathieu. Alors, puisqu'on parle, tu parlais du quinquennat précédent et de celui qui s'annonce, quelques mots
Les Français de l'étranger ont subi peut-être plus que dans d'autres territoires des choix néfastes, avec des coupes drastiques sur l'éducation, par exemple, moins 33 millions, et dès 2017. Et en 2022, cela commence avec une hausse de 16% de la CFE pour les Français de l'étranger pour la retraite. Donc on voit qu'il y a une forme de relégation dans une seconde zone des résidents à l'étranger, avec un affaiblissement de la cohésion sociale et puis de la justice sociale. Les députés sortants sont tous en soutien du quinquennat qui vient de s'achever. La plupart se représentent. Ils ont pris leur pleine part et ils revendiquent ce bilan. Et donc, nous sommes en contradiction. Nous proposons un autre projet, une alternative à ce bilan. Donc, privatisation des lycées français, fermeture des centres culturels, paupérisation, affaiblissement des services consulaires, du corps diplomatique, tout ça relativement en catimini. Donc, ça, c'est le bilan que nous en traçons, on y reviendra, et ce sont les propositions aussi que nous formons parce qu'il est temps que cela change. Alors, je vais me permettre, parce qu'on a décidé de se présenter dans l'ordre de numérotation des circonscriptions. Il se trouve que je suis candidate dans la première, qui est l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada. J'y suis candidate avec Catherine Durezgi, qui a longtemps vécu, qui a étudié et enseigné à l'Université d'Oregon et qui a travaillé à la fois sur la côte Est et Ouest, à New York et à San Francisco, qui continue à y travailler de manière bénévole en accompagnant des entreprises dans leurs projets d'implantation et d'expatriation. Donc, elle connaît particulièrement bien ce territoire. Pour ma part, j'ai 53 ans et je vis en Île-de-France. Je co-préside le parti Les Radicaux de Gauche et depuis 5 ans, je m'y occupe notamment des problématiques des Français de l'étranger, de nos militants à l'étranger, et puis des propositions dans notre programme. À titre personnel, j'ai quelques liens avec l'Amérique du Nord. J'ai travaillé notamment à Québec et à Montréal, et j'ai quelques attaches familiales de mes enfants sur ce continent-là. Ce qui m'a donné l'occasion de vivre très concrètement ce que c'est que la CFE, comment est-ce qu'on organise sous contrat local le transfert d'un enfant majeur à l'étranger, etc. Donc voilà, ce sont des sujets qui me tiennent d'autant plus à cœur que je suis très attachée au pacte républicain et que le pacte républicain, le faire vivre quand on est français mais vivant à l'étranger, il faut trouver les leviers pour y parvenir. Et ils ont été considérablement dégradés dans le quinquennat qui vient de se dérouler. Alors, voilà, le pacte républicain, les services publics, je pense que d'autres candidates en parleront. Le service public, c'est c'est l'une des bases du pacte républicain. On a également la question de la culture qui irrigue tout notre territoire, et la culture à l'étranger, les premières têtes de pont, ce sont les Français résidant à l'étranger. Et quand on affaiblit la culture, quand on ne met pas les moyens pour l'enseignement de la langue française et de la culture qui va avec, c'est tout le substrat diplomatique, mais également politique et économique qui s'appauvrit. Ça, c'est une très grande inquiétude pour nous. Donc, culture, enseignement du français, francophonie, ce seront aussi des sujets prioritaires dans lesquels nous prendrons toute notre part en Amérique du Nord, mais pas que en particulier. Je vais donc passer la parole pour la deuxième zone qui est l'autre partie de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Isabelle Piaguibert. Je suis candidate sur la deuxième circonscription des Français de l'étranger, c'est-à-dire toute l'Amérique du Sud et les Caraïbes ou l'Amérique centrale. Ça fait quand même 33 pays. J'ai été longtemps militante du Parti socialiste. J'ai notamment participé à la campagne de Ségolène Royal, un petit moment. Et ensuite, j'ai rejoint le parti L'Engagement avec Arnaud Montebourg. Donc, je suis très heureuse de pouvoir me présenter dans le cadre de la fédération, donc le parti que vous a présenté Isabelle, qui est un parti, j'allais dire homogène, c'est pas tout à fait le cas, mais qui est un parti en tout cas où les gens ont des idées vraiment cohérentes, qui n'est pas un parti qui a été fait pour les élections, qui est un parti qui a comme ambition d'être le renouveau d'une nouvelle gauche après les élections. Donc, ce n'est pas une alliance circonstancielle.
j'en suis très heureuse car cela va permettre à nos concitoyens d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale de pouvoir voter pour une opposition qui va être une opposition constructive, je l'espère, mais qui va être aussi une opposition qui ne sera pas ni arrogante, ni subjective sur certains pays. Nous savons que dans le contexte de l'Amérique du Sud, de l'Amérique latine, il y a il y a eu depuis assez récemment de nombreux dirigeants qui sont extrémistes, extrême gauche ou extrême droite. Et je pense que nos concitoyens seront heureux d'être représentés de manière tout à fait objective à l'Assemblée nationale, quel que soit le pays où ils habitent. À titre personnel, je connais l'Amérique du Sud par mon métier, en fait. J'ai été en charge du développement commercial d'Air France sur l'Amérique du Sud et les Caraïbes dans les dernières années de ma carrière. Donc, j'ai été quand même amenée à voir beaucoup de gens, beaucoup de locaux, beaucoup d'expatriés, beaucoup de Français aussi qui vivaient sur place. Donc, je pense que je connais un peu les problématiques parce qu'elles m'ont souvent été soumises. Mon suppléant David Abrial vit actuellement au Mexique. Il ne vit pas comme un expatrié envoyé par une entreprise, mais il est là à titre personnel. Donc, il connaît bien de nombreux problèmes qui touchent les expatriés. Donc, il m'a aussi bien renseigné sur ces sujets. Donc, je pense que dans ma circonscription, l'appui sur les services publics, qui est un des éléments, comme l'a dit Isabelle, un des éléments clés de notre programme, qui est aussi un petit peu la défense, un des arguments clés que porte Arnaud Montebourg depuis très longtemps, la défense des services publics. Et je pense que c'est vraiment complètement prioritaire. On voit qu'en France, la santé a d'énormes problèmes. On a déjà parlé de tout le réseau hyper précieux des lycées à l'étranger qui a de moins en moins de budget, sans parler des consulats qu'on essaye de réduire. Donc tout ça, il faut que ça cesse. C'est très important pour nos compatriotes, peut-être encore plus pour nos compatriotes que pour les Français de métropole. Donc c'est vraiment un des axes de notre programme. Voilà. Merci Isabelle. Effectivement, les temps d'attente pour faire établir des pièces sont importants sur les services consulaires et le projet du quinquennat 2 d'Emmanuel Macron consiste à tout dématérialiser. Alors pour l'Amérique du Nord, qui est une zone hyper connectée, ça a du sens, mais ça ne signifie pas qu'il faille supprimer les services de proximité. Au contraire, c'est complémentaire. Mais pour des zones, et on va y arriver, qui sont beaucoup plus vastes et très peu connectées, ça n'a vraiment aucun sens. Donc, je vous propose de passer à la troisième zone. Bonjour, je m'appelle Valérie Romboni, j'ai 54 ans, je suis mariée, enfin plus exactement, j'ai été mariée, je me remarie le 4 juin, j'espère que cela nous portera chance, n'est-ce pas, si vous voyez. J'ai 2 enfants, 24 et 28 ans. Ma mère est britannique, elle a vécu ses 18 premières années en Écosse, et elle est née à Londres, mais elle a vécu en Écosse. J'ai très souvent durant mon enfance et par la suite, avant de rencontrer mon père en France, qui lui donc est d'origine italienne et espagnole. Donc, je suis une Française pur jus, issue de l'immigration. Voilà. Ma mère, j'ai un DESS de gestion et aménagement touristique et hôtelier à l'université de Nice, Sophia Antipolis. J'ai suivi dans le cadre de mon cursus universitaire à l'université Lumière Lyon 2 un échange avec l'Oregon, à Oregon State University. Donc, ça a été une grande expérience. J'ai eu, alors quand on est jeune, c'est vrai qu'on est soumis à pas mal d'émotions. Le mal du pays, je l'ai eu, de sentir entouré de Français et d'Européens, puisqu'en fait, il y avait des Danois, des Allemands, des Anglais. Donc, on avait cette communauté européenne qui était très forte.
Cette année-là, il y a eu la chute du mur de Berlin, donc je me suis sentie pas du tout à ma place en me disant mais c'est là-bas que ça se passe et c'est pas ici. Voilà, donc ce sont des émotions que je pense que les expatriés, les gens qui travaillent et qui vivent à l'étranger peuvent avoir. Dans une première vie, j'ai travaillé pour l'hôtellerie de luxe à Monaco, puis pour Nouvelles Frontières, donc des jet-setters, je suis passée au backpacker. Veuillez excuser ces anglicismes, n'est-ce pas? Je suis réellement attachée à la langue française et à la francophonie, mais bon, l'anglais permet tant de raccourcis. Bon, c'est peut-être pour cela aussi que notre langue s'appauvrit et c'est vrai qu'il est nécessaire de la préserver partout dans le monde. Aujourd'hui, je travaille dans l'immobilier. C'est un secteur d'activité passionnant et divers, surtout lorsqu'on s'intéresse à la politique du logement, tellement défaillante en France. Sur le continent européen, on voit la cherté du logement. Dans le nouveau gouvernement, pas de ministère du logement. N'est-ce pas une façon de nier un besoin essentiel de nos sociétés, donc avoir un toit au-dessus de la tête. Et d'ailleurs, toujours pas de secrétaire d'État des Français de l'étranger. Là aussi, un tel mépris de nos ressortissants qui vivent à l'étranger. N'ont-ils pas aussi des problèmes pour se loger? Je pense à ceux qui habitent à Londres, une des villes les plus chères au monde. Je suis bénévole dans une association caritative depuis plusieurs années, que je représente au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale de la ville de la Seyne-sur-Mer, là où je vis. Je suis conseillère municipale d'opposition à Sifour-les-Plages, là où j'ai mon entreprise depuis 2020. À peine investie en politique par gauche républicaine et socialiste, aujourd'hui dans une fédération. J'avais déjà un mandat grâce à GRS et à l'union que nous avons pu faire à cette époque. Malgré mon âge, je suis toute jeune en politique, donc j'ai tout à découvrir, tout à apprendre de ces Français qui vivent à l'étranger. Outre le programme que nous proposons, restaurer les services publics de qualité et de proximité, remettre l'école au cœur de notre République, la retraite à 60 ans, anticiper le problème de nos aînés parfois indigents, qu'il faut rapatrier en France. Ça, on en parle peu, mais c'est vrai que c'est des choses qu'il faut anticiper et le travail est considérable. Donc, je ne peux rien promettre, si peut-être d'être présente au plus près des Français de l'étranger, de les écouter, d'établir un véritable bilan état des lieux de leurs conditions de vie, d'accueil là-bas et ici en France, et orienter ensemble notre politique pour le bien de toutes et tous. Oui, vous promettre de mettre toute mon énergie, ma force de travail, mon application, ma bonne humeur, mon ouverture d'esprit, ma curiosité, mon envie, mon enthousiasme. Rassurez-vous, j'ai aussi des défauts, à leur service, au service de leurs besoins, une fois que nous les aurons ensemble déterminés. Il faut me faire confiance, nous faire confiance. Nous sommes un jeune parti de gauche, progressiste, bienveillant, avec un programme solide. Nous sommes une belle équipe qui souhaite se mettre totalement au service des Français de l'étranger. Si vous le souhaitez, je peux parler de l'école, de l'éducation, mais il y a beaucoup d'entre nous qui sont très pointus sur le sujet. Voilà, l'école me tient à cœur, c'est vraiment le ciment du pays, donc ici et ailleurs, c'est important. Elle a été malmenée, les enseignants sont malmenés, mais ce n'est pas qu'à l'étranger, c'est sur notre territoire aussi. La retraite également, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Donc, les jeunes, les plus âgés, ce sont deux sujets que je traiterai en priorité. Voilà. Merci Valérie. Effectivement, on a tous pris l'engagement d'être constamment aux côtés, si élu, d'être aux côtés avec un travail en région parisienne à l'Assemblée et puis sur le terrain. C'est un engagement fort pour la plupart d'entre nous. On a déjà, les autres sont sur le point de le faire, signé la charte anticorps qui a proposé 7 engagements qui vont en ce sens. Et ce ne sont pas des engagements de papier. Sur la 4e circonscription, je vais laisser la parole à Catherine. Bonjour, Catherine Coutin. Je suis donc candidate sur le Benelux, 4e circonscription des Français résidant à l'étranger. J'ai 61 ans et je suis médecin urgentiste dans la vie civile qui occupe d'ailleurs la plupart de
mon temps, il faut bien le dire, et mon lieu d'exercice, c'est l'hôpital public. C'est aussi un choix qui est en parallèle avec mes engagements politiques. Le père de mes 2 filles et compagnon pendant 30 ans est hollandais, ce qui me donne un lien fort territorial. Et par ailleurs, donc, je vous parlais de cet engagement qui est le mien sur les valeurs de la gauche républicaine et populaire depuis très longtemps, depuis ma prime jeunesse, on va dire. Donc, ça fait un certain temps. Et je suis encore vice-présidente nationale du mouvement républicain et citoyen. Je suis la petite sœur d'Isabelle, donc de son côté à elle, dans cette fédération de la gauche républicaine que nous avons fondée et qui nous tient à cœur et qui, je le crois, vous propose des valeurs et des engagements très forts. Bien évidemment, si je vous dis que je suis attachée à la santé, ça vous paraîtra assez évident. Et la question de la santé, la sécurité sociale étant au cœur du pacte républicain dont on parlait, la question de la santé est une des priorités. La crise sanitaire l'a montré, mais elle n'a été que le révélateur d'une mise à mal assez importante, en particulier de l'hôpital public d'une part, où ses personnels médicaux et non médicaux sont en difficulté, en grande difficulté, mais également sur le plan de la médecine générale et des fameux déserts médicaux, puisque aujourd'hui, il y a sur cet enjeu à la fois l'hôpital public et le recul des déserts médicaux, des enjeux forts. Un autre enjeu qui me tient à cœur, c'est celui de la réindustrialisation du pays. Là aussi, on en a beaucoup parlé, mais les actes peinent à suivre. Le mandat du président Macron, le mandat précédent, n'a pas été à l'honneur sur cette question. Il avait été dans ses fonctions précédentes de ministre de l'économie plutôt un peu le fossoyeur de ces questions-là. Et pour nous, la réindustrialisation, c'est une garantie de beaucoup de choses, de l'indépendance nationale, donc de notre liberté de choix, du maintien d'un système de protection sociale à un haut niveau d'exigence aussi, de l'engagement de la mutation écologique indispensable face au réchauffement climatique, puisque ce serait une réindustrialisation aussi guidée par ces éléments-là. Bref, et enfin, bien évidemment, un facteur de réelle lutte contre le chômage. Par conséquent, c'est vraiment une question tout à fait au cœur de notre engagement. Comme on ne m'arrête jamais, j'ai aussi comme souci l'agriculture. Alors là, j'ai une fille ingénieure agricole toute jeune qui peut-être m'a passé sa passion, mais en tous les cas, c'est aussi une question essentielle. La guerre en Ukraine montre à quel point renoncer à notre indépendance alimentaire, à notre autosuffisance, comme on disait par le passé, est une catastrophe. C'est aussi une catastrophe écologique d'ailleurs, parce que faire transiter le blé depuis très loin, ce n'est pas forcément une bonne idée. Par conséquent, dans une nation qui avait comme réputation celle d'être une nation agricole, il est temps de reprendre la main et de la faire au service aussi de nos agriculteurs qui méritent dignité, rémunération correcte et qui ne doivent pas être les boucs émissaires de la crise écologique qui est devant nous. Enfin, il faut préserver nos terres agricoles, chacun le sait bien, mais ça revient sur les questions que je viens de soulever. Et comme on ne m'arrête jamais, décidément, j'ai aussi l'Union européenne en tête, ce qui, considérez le bien, en ayant la Belgique et Bruxelles dans la circonscription, est une forte nécessité. Et pour nous, à la Fédération de la gauche républicaine, la réorientation radicale de la construction européenne est une exigence pour sortir des logiques de libre-échange, une exigence pour que les traités soient aux besoins des peuples, une exigence pour qu'on puisse simplement remplir notre exercice démocratique, c'est-à-dire appliquer les programmes politiques sur lesquels on sera élu. Donc, il y a du boulot. Et là aussi, le bilan du président sortant est assez catastrophique. Franchement, 5 ans de présidence et même 6 mois de présidence de l'Union européenne pour ce bilan-là, on est un peu désespéré. Alors, il redémarre sur des discours très ronflants, mais on sait bien qu'avec lui, les actions ne suivent pas. Il est séducteur en parole, mais beaucoup moins en acte. Il est même très violemment contradictoire sur ces questions-là. Bon, je vais quand même m'arrêter. Hein, il serait temps. Mais je pourrais parler aussi de nouveau, et donc on pourra éventuellement y revenir, de la francophonie, de l'école, etc. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de mon excellent suppléant, excusez-moi, parce que ça, c'est pas bien. Théophile Vincent est le jeune suppléant, jeune
de 25 ans, mais compétent, et qui est assistant parlementaire et qui vit à Bruxelles. Très bien, merci Catherine. Sur la 5e circonscription qui regroupe l'Espagne, le Portugal et Monaco, dont Valérie nous a parlé tout à l'heure, se présente, alors ils n'ont pas pu être là parce qu'ils sont en déplacement justement, Maria Isabel, dont le nom indique l'ascendance ibérique puisqu'elle est franco-portugaise, elle est née au Portugal d'ailleurs, et son suppléant qui est Philippe Bled. Donc ils sont actuellement sur le terrain. Je sais que Maria Isabel est particulièrement attachée parce qu'elle a été enseignante aux questions de l'enseignement de la langue française et des services publics et de la protection sociale. Donc, je ne doute pas qu'elle aurait à cœur de développer ces sujets si elle était parmi nous. Alors, nous avons également en déplacement la candidate de la 6e circonscription, qui est Michèle Céleste-Lefrance. C'est une circonscription particulière, puisqu'elle est au cœur de l'Europe, mais pas forcément au cœur de l'Union européenne, puisque c'est la Suisse et le Liechtenstein. On a la chance d'avoir Christophe François, qui est son suppléant avec nous. Christophe. Bonsoir. Bonsoir, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, je suis avec vous. Oui, je vous demande de bien vouloir excuser Michel, qui donc ne peut pas être parmi nous ce soir. Et j'ai l'honneur de la remplacer et de vous dire quelques mots. Ça va être assez bref parce que, bon, je vais me présenter en quelques mots. Je suis au LRDG depuis quelques années. Je suis radical de gauche depuis un nombre encore plus important d'années. Donc, mon engagement est profondément républicain, laïque et européen. Et c'est avec cet engagement qui, tout au long des décennies, c'est cet engagement qui a guidé ma vie politique. Donc, je voulais vous parler ce soir de 3 éléments que Michel voulait aborder. C'est l'éducation, les droits fondamentaux et le climat. Donc, je reviendrai dessus plus tard. Alors, je vais parce que Michel, pour ceux qui la connaissent, non, il n'y a pas de problème. Michel, pour ceux qui la connaissent, est une militante très connue et infatigable des libertés, de l'égalité femmes-hommes et surtout de la laïcité. Elle est très connue en dehors même des frontières pour ses écrits et ses prises de position et son combat sur ces sujets-là. Tu auras l'occasion d'y revenir si tu le souhaites. Oui. Christophe. Alors, si tu l'acceptes, je vais passer la parole à Hélène Mann, mais également Jean-Alain qui est à côté de moi. Voilà, qui va se rapprocher. Il y a le 7 au milieu. La Sophie, peut-être. Ah, pardon, excusez-moi. J'ai sauté sur la 8, la 7, pardon. L'Allemagne et l'Europe de l'Est avec 2 représentants. Sophie et Mathieu qui l'accompagnent, et Sophie qui a d'ailleurs fait un débat vendredi soir dont elle pourra nous dire quelques mots, qui a eu beaucoup d'écho. Voilà, Sophie et Mathieu. Moi, je vais commencer par me présenter. Mon principal combat, vraiment, celui qui me tient à cœur profondément, ce sont les inégalités sociales, territoriales et scolaires. C'est un peu le fil rouge de mon parcours professionnel. Donc, j'ai étudié d'abord les sciences politiques jusqu'au doctorat, et ma thèse portait déjà sur la politique de la ville et le logement, notamment les logiques de participation des habitants et de mixité sociale. Donc ça m'a passionnée. Parallèlement à ma thèse, j'ai aussi enseigné les sciences politiques à l'université, mais finalement, j'en suis venue à enseigner dans le premier degré parce que je pensais que c'est là où tout se jouait, c'est là où tout se déterminait. Donc, j'ai décidé de devenir professeure des écoles, puis ensuite, je suis devenue enseignante spécialisée dans la difficulté scolaire. Donc là, actuellement, je peux dire que je lutte au quotidien contre l'échec scolaire, contre le décrochage scolaire dans les quartiers d'éducation prioritaire. L'année prochaine, normalement, si je ne suis pas élue, je serai enseignante référente, donc j'accompagnerai les élèves qui sont en situation de handicap durant tout leur parcours scolaire. L'école inclusive est aussi l'un de mes combats. Je travaille aussi
projet de recherche doctorale sur l'inclusion des parents dans ce parcours scolaire compliqué, périlleux, qui est celui des enfants en situation de handicap, mais ô combien passionnant. Pourquoi la 7e circonscription des Français de l'étranger? Tout d'abord parce que on va dire que les enjeux que contient ce territoire, les défis à relever, correspondent à mes spécialités, qui sont celles du logement. Ce sont des défis à relever en termes d'accès au logement. Donc, je connais bien le Berlin d'il y a 10-15 ans parce que j'ai longtemps vécu avec un Français de l'étranger. Et donc, j'ai pu observer, en tout cas, j'observe aujourd'hui, quand j'y retourne, les effets de la gentrification et de la perte progressive de mixité sociale et donc automatiquement de la hausse des loyers. C'est-à-dire qu'actuellement, quand on est prof, par exemple, quand on est une classe moyenne, on a beaucoup de mal à se loger à Berlin. Ce n'est pas normal. Mais également des défis éducatifs à relever sur ce territoire et notamment en fait aussi une inspiration le modèle éducatif allemand sur certains aspects est très pertinent, notamment au niveau de l'accueil justement et l'insertion des élèves en situation de handicap, également au niveau de la reconnaissance du métier d'enseignant et par exemple certains parcours pédagogiques vertueux. On peut nommer le lycée de Hambourg. Donc, vous l'avez compris, comme tous ici et toutes, la défense de l'école publique est ma priorité. Je dénonce la précarisation grandissante des enseignants. Et bien sûr, on parle bien sûr de revalorisation substantielle de leur salaire. Et il faut aussi régler la question des personnels de l'AEFE, dont j'ai soutenu le mouvement de grève avant-hier. C'était le 19, me semble-t-il. Il faut également agir sur la formation universitaire des enseignants français, qui doit être plus complète, plus longue, plus efficace, plus professionnalisante. Être enseignant ne s'improvise pas. Donc ça, c'est pour l'aspect national, mais qui automatiquement possède des échos en fait sur le territoire de la 7e circonscription des Français de l'étranger. Est-ce que, parce que je suis arrivée un petit peu tard, je n'ai pas présenté forcément la gauche républicaine et socialiste, mais je vais juste dire que mes idées sont solidement ancrée à gauche. J'ai été syndicaliste, je suis toujours CGT Éducation. J'ai rejoint moi aussi la GRS il y a 1 an puisque c'est un parti jeune. Et bon, je ne vais pas revenir en fait sur l'idéologie du parti, je pense. Je voudrais continuer en fait sur cet aspect territorial, en tout cas ces défis territoriaux à relever. Donc voilà, parce qu'une députée est toujours à la fois l'élu de la nation, mais également elle représente les électrices et les électeurs de son territoire. Donc, les Français et les Françaises de la 7e circonscription ont des besoins spécifiques qui sont mal défendus à l'Assemblée nationale. Et bien sûr, donc, je vais revenir sur l'éducation parce que là, précisément, l'État doit investir davantage dans les réseaux des lycées français existants et stopper les privatisations en cours. Il faut baisser les frais de scolarité, c'est urgent, c'est trop cher en fait. Il faut élargir l'accès aux bourses, c'est-à-dire qu'il faut encourager, en tout cas, il faut aller vers la gratuité aux familles qui ne peuvent pas supporter le reste à charge. Et bien sûr, il revient améliorer les contrats des enseignants de l'AEFE. C'est-à-dire donc, du coup, augmenter le budget de l'AEFE, détacher davantage d'enseignants à l'étranger. En fait, il faut se rendre compte que de nombreuses familles ne peuvent plus envoyer leurs enfants dans ce qui devrait être un service public de base. C'est-à-dire que 60% des Français, des enfants français, ne sont pas scolarisés dans le réseau d'enseignement français. La plupart du temps pour des raisons financières. Donc, à terme, certains de nos concitoyens pourraient ne plus être en capacité de maîtriser notre langue. Il faut défendre le système scolaire destiné aux Français résidant à l'étranger et au-delà, il faut défendre l'enseignement du français à l'étranger, qui est nécessaire tout simplement à la préservation et au développement de la francophonie. Nous défendrons également le corps diplomatique français, nous rejetons la diplomatie libérale que veut mettre en place Emmanuel Macron. À noter, il n'y a aucune mention des Français de l'étranger dans le nouveau gouvernement. C'est quand même plus que symbolique. Les services publics de proximité doivent être renforcés, vous l'avez sûrement déjà dit, je dois me répéter, mais bon, mais ça aussi, c'est
c'est le cas sur mon territoire, améliorer absolument l'accueil des usagers dans les consulats et ambassades, accompagner les retraités dans leurs démarches administratives mais complexes, simplifier, accompagner. Chacun doit pouvoir compter sur des services publics de qualité. Établir une fiscalité équitable, peut-être que vous en avez déjà parlé, mais bon, bien sûr, je le redis, pour les Français de l'étranger, c'est-à-dire l'exonération de la CSG et de la CRDS. Bref, mon ambition est d'améliorer vos conditions de vie et de faire entendre votre voix à l'Assemblée nationale. Merci. Eh bien, je crois que Sophie, tu as déroulé quasi le programme complet, c'est parfait. Je n'ai pas suivi le début alors. Non, mais ça, c'est très très bien. Effectivement, on est tous très frappés par les chiffres. Tu disais que 60% des Français seulement, et on a de plus en plus de témoignages de familles qui ont à choisir parmi leurs enfants ceux qui pourront bénéficier d'un enseignement français. Sur la circonscription d'Amérique du Nord, j'ai plusieurs exemples de scolarité à 20 ou 30 000 $ par an, par enfant. C'est inadmissible. Et donc, sans plus tarder, je passe ici la parole à Hélène et à Jean-Alain pour l'immense circonscription du bassin méditerranéen partie orientale. Merci Isabelle. Donc, je m'appelle Hélène Lehmann. J'ai le plaisir de me présenter avec Jean-Alain Steinfeld sur cette circonscription qui a la particularité effectivement de regrouper des pays intra-européens comme l'Italie et la Grèce, et des pays également hors Europe comme la Turquie et Israël. Donc, moi, je suis une jeune maman. Ma petite fille, elle a 7 ans. J'ai 41 ans et mon métier, c'est ergothérapeute dans un service de soins de suite où on accueille essentiellement des personnes âgées. Donc, ce travail-là me permet de toucher du doigt au quotidien les problématiques de maintien à domicile auxquelles sont confrontés nos aînés. La politique, c'est de dire effectivement, on laisse les gens le plus longtemps possible à domicile. Mais concrètement, quand on voit sur les territoires les conditions d'accueil au domicile avec une désertification, alors médicale certes, mais j'ai envie de dire aussi des personnels de proximité, des aides à domicile qui sont les piliers du maintien à domicile. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ne peuvent pas rester chez eux parce que tout simplement, il n'y a personne pour pouvoir assumer les aides au quotidien dont elles ont besoin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je me bats au quotidien parce que les quinquennats successifs nous ont promis une réforme de l'assurance dépendance qui n'a toujours pas vu malheureusement le jour et qui laisse malheureusement les familles dans des situations extrêmement compliquées sur le plan financier quand il y a des entrées en EHPAD qui doivent se faire. Sur le plan politique, je suis arrivée à la politique par le militantisme. D'abord, j'ai commencé à militer contre l'extrême droite en Alsace dans les années 2000 et puis aussi pour l'écologie. Je suis arrivée à la GRS il y a 2 ans à l'occasion de la campagne pour les municipales et ce qui a retenu mon attention dans ce parti politique, c'est la laïcité, la République et la solidarité. Je suis motivée, moi, par tout ce qui est représentation. J'ai plusieurs mandats aujourd'hui de représentation, alors que ce soit les usagers de l'hôpital de ma commune. Je représente aussi les citoyens de ma commune à travers le conseil municipal et de territoire aussi sur la communauté d'agglomération. Je suis représentante du personnel dans mon entreprise et de manière peut-être plus anecdotique, mais qui est très importante aussi, je suis représentante des parents d'élèves dans l'école où est scolarisée ma fille, ce qui me permet de toucher du doigt au quotidien les difficultés auxquelles font face à la fois les enseignants et les collectivités territoriales pour assurer ce service public qu'est l'éducation et qui joue sur l'avenir de nos enfants. Donc, pour le dire clairement, je n'ai pas forcément d'attache particulière avec les pays de ma circonscription. Par contre, tout le travail collectif que nous avons fait au sein de cette fédération de gauche sur les candidatures des Français de l'étranger, déjà, je l'ai trouvé d'une grande qualité. J'ai trouvé beaucoup de convivialité, beaucoup de solidarité. Et c'est ce qui m'a vraiment permis de toucher du doigt toutes les problématiques aujourd'hui auxquelles sont confrontés les Français de l'étranger. Comme l'a dit tout à l'heure Mathieu, si je suis élue députée, je serai une élue de la nation. Le fait de ne pas avoir d'attache particulière avec ces pays-là, je crois que c'est du coup une candidature de rupture. C'est aussi l'assurance pour les électeurs
que je ne serai soumise à aucune influence, à aucun lobby, à aucune pression de quelque sorte que ce soit. Je ne fais pas partie du milieu des affaires, je ne me présente pas pour améliorer mon CV ou mettre candidate aux élections sur ma carte de visite. Aujourd'hui, je suis candidate pour représenter tous les Français et réaliser ce travail parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, ce que je voulais dire en particulier aujourd'hui par rapport au programme, déjà commencer peut-être sur l'écologie qui me tient beaucoup à cœur. Il y a une quinzaine d'années, Jacques Chirac, le président de la République française, disait « La maison brûle et on regarde ailleurs ». Aujourd'hui, 15 ans plus tard, j'ai l'impression qu'on en est toujours au même point. Le quinquennat Macron qui vient de s'écouler a été catastrophique sur ce sujet, avec notamment cette convention citoyenne qui a été piétinée, un travail remarquable qui a été fait par des citoyens engagés, qui se sont formés, qui ont discuté avec des experts, qui ont fait des propositions concrètes et qui n'ont absolument pas été reprises dans la loi. Le quinquennat aussi n'a pas compris que nous devions changer aujourd'hui de logiciel. Il a régulièrement reculé face au lobby industriel, que ce soit sur le plan phytosanitaire, sur l'aspect des laboratoires également. Il a même parfois intégré certains des représentants des lobbies dans son gouvernement ou dans ses cabinets. Aujourd'hui, c'est une transformation radicale qui nous attend, c'est un changement de société. On doit intégrer l'écologie dans toutes nos politiques, y compris pour l'action publique française à l'étranger, tout en prenant en considération les questions sociales. Ça me paraît très important. Aujourd'hui, je ne suis pas sur une écologie pour les bobos, je ne suis pas une écologiste pour les urbains, je suis pour une écologie populaire, c'est-à-dire que le changement climatique va toucher avant tout les personnes les plus pauvres et les plus fragiles. Donc, il faut absolument qu'on soit en capacité aujourd'hui d'accompagner toutes ces personnes face aux changements qui arrivent et qu'on arrive à lutter contre les causes du changement climatique en sortant du pétrole, comme tu l'as dit Isabelle tout à l'heure, et des énergies fossiles. Les questions écologiques, aujourd'hui, elles sont intimement liées aux questions géopolitiques. On le voit par rapport à la guerre en Ukraine, avec nos approvisionnements en gaz. On le voit aussi, je pense notamment à Israël, sur la question de l'eau, l'accès à l'eau, qui est une ressource fondamentale pour la vie et qui aujourd'hui est soumise à des tensions géopolitiques fortes. Voilà, donc ça c'est sur l'écologie, un de mes chevals de bataille. L'autre question sur laquelle je voulais intervenir ce soir, c'est le pouvoir d'achat. Se loger dignement, se chauffer, s'éclairer, se soigner, se déplacer, avoir accès à une alimentation saine et de qualité, scolariser ses enfants, comme Sophie, tu l'as dit tout à l'heure, se récréer, se cultiver, ce sont des éléments fondamentaux pour tout un chacun. La hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, avec l'inflation, aujourd'hui, ça a considérablement impacté la vie des Français et des nombreuses familles de Français qui vivent à l'étranger. Ça les oblige à des choix difficiles, voire les menaces de précarité. Donc aujourd'hui, il y a aussi la question pour les Français qui vivent hors de la zone euro d'une crise monétaire avec l'augmentation des monnaies internationales et la baisse des devises en euros qui leur fait perdre énormément de pouvoir d'achat. Donc demain, à l'Assemblée nationale, il faut absolument qu'on puisse agir pour notamment le prix des loyers, pour une régulation des prix de l'énergie et sur les prix des denrées alimentaires, pour que tous les Français puissent retrouver des marges de manœuvre sur leur budget. Le dernier point sur lequel je voulais intervenir, c'est le droit des femmes. On est sur une actualité brûlante aujourd'hui, je ne vais pas revenir dessus. Ce qui me questionne beaucoup, c'est la petite musique qui dit « tout le monde savait ». Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'interroge aujourd'hui en tant que femme et en tant que militante, parce que je pense que ça veut dire qu'il y a une certaine forme de connivence dans certains milieux pour que les violences qui sont faites aux femmes ne soient pas entendues et soient invisibilisées. Je pense que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est complètement inacceptable, surtout quand on sait les conséquences sur la vie des personnes qui ont été victimes de violences. Et puis, j'ai envie de dire aussi, aujourd'hui, on entend quelques femmes qui s'expriment. Depuis MeToo, effectivement, la parole s'est libérée. Mais j'aimerais simplement souligner le fait que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que les violences sexuelles, on le sait, les statistiques le montrent, touchent aussi et surtout en premier lieu les personnes qui ne peuvent pas s'exprimer. Les femmes qui sont handicapées, les femmes qui sont en situation de précarité ou les femmes mineures. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été mis à mal sous le quinquennat Macron. Ça a été une grande cause du quinquennat. On n'en voit absolument pas les effets aujourd'hui, surtout quand on regarde la composition du gouvernement.
Ça me fait penser aussi, ça me met en lien avec toutes les questions qui sont liées aux discriminations de genre. Et on a soutenu, avec Jean-Alain, on soutient fortement tout ce qui est les droits des personnes LGBT+, avec cette manifestation qui est la Gay Pride, qui est menacée par des extrémistes en Israël aujourd'hui. Ça aussi, ce sont des choses inacceptables et je pense que ce sont des droits fondamentaux. C'est la dignité de l'être humain. Et je pense qu'aujourd'hui, la laïcité à la française doit vraiment être un protecteur par rapport à toutes ces questions. Merci. En parfait complément à tout ce qui vient d'être énoncé, on déroule tout le programme en fait. Et comme on a la chance aussi d'avoir Jean-Alain à côté, je sais que sur notamment tu as alerté sur la dégradation du pouvoir d'achat en raison de l'utilisation d'autres monnaies et de la baisse de leur pouvoir libératoire. En tout cas, je voulais d'abord remercier Hélène parce que c'est un vrai plaisir de travailler. En plus, comme on est d'accord sur quasi toutes les choses, ça rend la chose plus fluide, ce qui en politique n'est pas toujours commun. Je rappelle que cette circonscription est un peu atypique. Elle comprend Chypre, Grèce, Israël, Italie, Malte, Saint-Marin, le Saint-Siège s'il vous plaît, la Turquie et les territoires palestiniens. Israël faisant un gros 50%, suivi de l'Italie, d'un paquet sur la Grèce et un paquet sur la Turquie, et le reste étant plus cosmétique, comme on l'aura compris. J'ai pas mal travaillé dans le monde HLM, ce qui rapproche d'une part de Marine Lindman, mais d'autre part aussi d'un tropisme très fort sur les questions de la banlieue, puisque j'ai même dirigé à l'Union HLM les groupes de traitement sur les quartiers, et moi-même j'habite la Seine-Saint-Denis, et ma femme est directrice en école, dans un quartier très sensible. Je me suis investi depuis ma retraite, il y a 2 ans, sur des questions qui m'ont beaucoup touché et qui nous ont beaucoup touché, sur le handicap, l'école inclusive et le travail inclusif, sur lequel j'essaye de donner un peu de savoir-faire. Sur ce que vient de dire Hélène, je remettrai juste un coup de spot aussi sur un point, c'est que le député sortant est une caricature clientéliste et que la défense du service public et des valeurs de laïcité et le traitement des questions sociales de façon équitable est une œuvre de salut public. Voilà, c'est allé très loin. Moi-même, j'ai été profondément choqué comme républicain qu'après les attentats terribles qu'on a eus en France, Netanyahou s'était invité en France, qui était peut-être son droit, mais a tenu un discours de départ des Juifs de France volontaire face au président de la République française et que le député en question les traduisait en français. Et quand le président de la République française est parti devant une telle provocation, il est resté à continuer de traduire. Je pense qu'on ne peut pas continuer sur ce qui est sur ce qui est un cas extrême de clientélisme et avec lequel on doit rompre et revenir à ce qui existait avant. On s'est entendu également pour ne pas essayer de jouer du jeu des passions sur la paix des uns et la paix des autres, mais revenir sur ce que vient de dire Hélène, laïcité, droit des femmes, droit des minorités, liberté de conscience vis-à-vis des religions qui sont quand même ce qui a été dit sur la Gay Pride, sur le droit à l'avortement, sur le droit des mariages interreligieux, qui est non seulement une vérité en Israël, mais qui n'est pas un combat complètement terminé en Italie non plus. Il y a encore des forces de résistance importantes. J'éviterai de parler de la Turquie, c'est plus petit, mais ça reste vrai également. C'est vrai sur tous les continents. On l'a vu en Pologne, on le voit en Amérique du Nord. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, ce sont des questions qui seront sur lesquelles… Et cette question du service, c'est-à-dire que si on ne fait pas de clientélisme, c'est qu'on défend le service public et qu'on aborde ce que vient de dire Hélène, c'est-à-dire le traitement des questions sociales et des dossiers individuels, aide à l'éducation, etc. Le point que j'avais soulevé, c'était que sur les pays qui sont une partie de cette circonscription, mais d'autres circonscriptions, notamment les 2 premières qu'on a vues, il y a des grandes secousses sur les taux de change, sur lesquels je ne veux pas faire un cours d'économie, mais qui affectent les revenus de ceux qui sont payés en euros. L'euro baissant et un certain nombre de monnaies comme le dollar ou la monnaie israélienne qui est un peu indexée sur le dollar, le shekel, ce n'est pas les seuls qui elles, pour le coup, remontent. Donc, il y a un problème de pouvoir d'achat en cours d'effondrement qui m'a été signalé par des amis de la gauche israélienne avec laquelle je suis encore en réseau, qui est un vrai sujet social et qui nous sort un peu des problèmes de passion politicienne. Eh bien, merci. Nous allons, je vais dire la dernière, c'est parce que Caroline et Frédéric, qui sont candidats sur
la grande zone de l'Afrique sont aussi absents pour cause de campagne. Donc, la dernière circonscription va être la circonscription très convoitée du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. Et je laisse la parole à Émilie, qui était l'une des 22e candidates, mais je comprends qu'il y a retrait après retrait. Oui, ça fond comme neige au soleil. C'est normal, là-bas, il fait très beau. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Émilie Marchès, sous Itane. Donc, je suis chargée de communication et d'animation scientifique au sein de la direction de la recherche à l'Université de Bordeaux. Militante associative depuis mon plus jeune âge, j'ai commencé par SOS Racisme. Et puis, très rapidement, j'ai atterri chez les radicaux de gauche. Ça fait faire bientôt 30 ans que j'y suis. Ça ne se voit pas, ça conserve. Je vous le conseille. Voilà. Je suis engagée à plusieurs titres dans la vie de la cité. Je suis élue sur la deuxième ville de Gironde et deuxième ville de la métropole aussi. Je suis élue de la majorité avec une délégation politique de la ville. Et donc, j'ai à cœur, bien sûr, de défendre ce qui nous est cher au sein de la Fédération de la gauche républicaine. C'est la défense de la République, de la laïcité, et puis aussi la défense des plus fragiles et des services publics. Et je pense que finalement, dans ma démarche d'élu, j'ai pour esprit et toujours pour fil rouge d'agir sur le terrain. Et finalement, cette idée, elle a cheminé. Et je vais vous faire un parallèle qui peut peut-être paraître un peu singulier, mais dans la politique de la ville, on s'occupe des éloignés, des invisibles. Et j'avais l'impression qu'il y avait en fait un peu un parallèle, c'est-à-dire que les Français de l'étranger, ils ont été rendus invisibles sous ce quinquennat. Et bien sûr, leur éloignement fait qu'ils s'éloignent des décisions nationales. Donc, pour moi, il y a un vrai enjeu, c'est d'y travailler de la même façon, finalement. Et puis, d'autre part, être le mandat de député est certes avant tout un mandat national et donc être député de la nation, mais sans pour autant s'éloigner de la circonscription. Alors, c'est une grande circonscription en ce qui me concerne, mais avec justement des Français de l'étranger assez bigarrés dans leur sociologie. Et je pense que beaucoup d'entre eux sont complètement oubliés et ont besoin aussi d'avoir une voix portée au sein de l'Assemblée nationale. Je voulais revenir aussi sur le triste mandat du député sortant, parce que quand même, c'est une circonscription qui malheureusement a fait parler d'elle par des agissements loin d'être à la hauteur de ce qu'on attend d'un élu de la République, qui doit être pour moi exemplaire. Donc, j'ai envie de dire que c'est le moment ou jamais pour mettre une femme de gauche sur les bancs de l'Assemblée, une femme aussi de terrain. Je travaille dans la fonction publique, donc je n'ai pas franchement d'enjeu, je ne suis pas du tout à la merci d'entreprises, de lobbies, etc. J'ai un vrai attachement pour cette circonscription. C'est une affaire de cœur. Pour tout vous dire, j'ai vécu au Maroc. J'y suis allée pour me marier, donc j'ai compris aussi quels étaient les méandres de l'administration, quelles étaient les difficultés aussi pour un Français, ou en tout cas pour une Française en ce qui me concerne, de se marier à l'étranger. Et puis, j'y ai vécu, j'y ai travaillé en contrat local, donc ça a été aussi pas du tout les mêmes, je dirais, et surtout dans les années 90, c'était absolument pas les mêmes conditions que les expatriés, comme on les appelle. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu d'expatriés parmi nos ressortissants français. Il y a beaucoup de gens qui tentent l'aventure, qui, par amour, par choix de vie, choisissent de partir à l'étranger, vivre une expérience ou souhaitent partir à la retraite. Donc,
finalement, je me rends compte que ces populations sont souvent éloignées des services publics, des services consulaires. Donc, alors en montant, bien sûr, alors je parle comme une vieille, mais en tout cas, c'est la réalité. Avant, on faisait des kilomètres pour arriver au consulat, parce que c'est aussi très compliqué pour les gens éloignés. Et les distances dans ces pays d'Afrique, ce ne sont pas les mêmes qu'en Europe ou dans d'autres coins du globe. Et donc, finalement, la France pallie cette distance souvent par le numérique. Mais le numérique est aussi une fracture pour nombreux de nos concitoyens. Nous avons aussi beaucoup d'aînés dans les pays d'Afrique, donc qui sont en pleine fracture numérique et qui finalement n'arrivent pas à garder ce lien avec l'institution. L'accès à la culture, l'accès, alors si on n'appartient pas, si on est éloigné des grandes villes, je dirais c'est un peu compliqué pour les Français de l'étranger. Et puis, c'est vrai aussi que si on s'éloigne des associations dites officielles, bah, finalement, on est complètement invisible et c'est très compliqué pour nos concitoyens d'avoir cet attachement qui est quand même important avec notre pays. Tout cela, ça remet aussi en question l'accès aux droits, parce que finalement, tout Français de l'étranger devrait, par définition, pouvoir accéder aux services publics, l'accès aux soins aussi, puisque dans cette partie, l'Afrique, c'est quand même très compliqué d'accéder aux soins, et on sait très bien que les assurances et que la plupart du temps, l'accès aux soins se fait par des cliniques privées. Donc là encore, on a une médecine à deux vitesses, suivant si on est expatrié, accompagné, ou alors si effectivement on est dans une démarche totalement différente. Le droit aussi de la famille, c'est aussi quand même un axe fort, parce qu'on est face à différents droits par rapport à la famille, donc en cas de mariage, de contrat, de droit de la propriété. Toutes ces questions-là sont cruciales, parce qu'on se rend compte qu'il suffit qu'il y ait un accident de la vie. Alors, ça peut être un divorce, mais ça peut être aussi pire, ça peut être le décès d'un conjoint. Et on se retrouve avec des Français complètement abandonnés, sans droit, qui se retrouvent face à des droits différents, des droits coutumiers aussi. Et donc là, c'est une vraie difficulté et on se retrouve face à des situations extrêmement d'urgence. Pour en revenir aussi et pour continuer dans cette urgence, souvent la solution, c'est peut-être aussi malheureusement de quitter le pays d'adoption et le retour à la France. Mais ce retour et ce droit au retour n'est pas quelque chose d'acquis, n'est pas une évidence. Donc quand on se retrouve, et d'ailleurs on l'a constaté finalement à une illustration de façon un peu plus, je dirais, légère, mais en tout cas pendant le confinement, revenir en France, oui, mais quand personne ne vous y attend, quand vous n'avez pas de droit au logement, quand vous n'avez pas de droit à la sécurité sociale, tout ça, c'est aussi une vraie question. Et je pense que finalement, si cette pandémie doit avoir une vertu, c'est aussi de nous faire réfléchir à tous ces droits nouveaux que l'on doit apporter à nos Français de l'étranger. Le droit à la scolarité, bien sûr, on en a discuté, ce n'est pas la peine que je m'y étende, mais c'est une vraie réalité. Nous avons beaucoup d'écoliers, de lycéens, de collégiens françaises et françaises qui n'ont pas accès à l'école française pour des raisons financières. C'est un véritable scandale. Et finalement, ça a aussi induit un manque de mixité dans notre école française de l'étranger, qui était quand même un marqueur intéressant et un marqueur républicain dans beaucoup de pays. Et j'insiste bien, c'était la présence de la République laïque à l'extérieur. C'est ce qui aussi permettait d'émanciper des futurs citoyens. C'était aussi un choix pour beaucoup de familles binationales de faire ce choix de l'école, non pas par élitisme, parce que souvent on le rattache à ça, mais non, c'était un vrai choix. Et dans des pays
où effectivement la religion fait partie de la Constitution, mais c'était aussi un petit sanctuaire, façon de parler, et de lieu un peu où on pouvait faire aussi vivre notre laïcité. Et je pense que finalement, c'était souvent aussi un marqueur fort d'appartenance, et non pas à une nation, mais à des principes républicains auxquels venaient se greffer aussi d'autres citoyens de ces pays. Donc finalement, je crois qu'on a cet enjeu-là, enfin, d'éviter à tout prix cette je dirais, privatisation cachée, parce que on rejette de plus en plus cette mixité. On n'est jamais à l'abri de qui est derrière aussi des consortiums, des mécènes qui pourraient, dans quelques parties du monde, pénétrer à l'intérieur de notre école républicaine, qui doit être sanctuarisée. En tant que radicale de gauche, je reprendrai souvent les idées de Jean Zay. Il faut absolument privilégier cet outil de la République qui fait ciment. J'ai été frappée, moi, lors de mon passage au Maroc, des Français de l'étranger qui se sont revus avec des situations comme je les ai expliquées tout à l'heure. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Il y a eu des décès. La pandémie, finalement, a cristallisé et a fait ressortir tout ce qui peut arriver dans le quotidien des Français de l'étranger. Et je me suis rendu compte que souvent, ne serait-ce que pour être dispensé de frais de scolarité, on revoit par trimestre. Est-ce que franchement, un accident de vie dure un trimestre pour se redresser? J'en doute. Et sous prétexte, souvent, on leur ajoute un fameux rapport de la Cour des comptes. Donc voilà, il n'y a pas de transparence, je suis désolée de le dire. En tout cas, ce n'est pas perçu de façon transparente pour les Français en grande souffrance et qui ont besoin, justement, plus que jamais, d'être accompagnés dans cette période post-Covid, loin, avec aussi des fermetures de frontières. Donc, ceux qui avaient des affaires, des entreprises, bien, ils sont en grande difficulté, en grande précarité, et on n'a plus que jamais besoin d'être solidaristes avec eux. Lily, je vais devoir t'arrêter. Voilà, parce que je suis trop bavarde. Voilà. Je ne sais pas si tu l'es trop, en tout cas. Et le droit au visa, ça fait partie des libertés. Je suis désolée d'insister, mais le droit au visa est une sanction que Macron a appliquée avec zèle. Et on se retrouve avec des Français qui n'ont pas le droit de voir leur famille. Et je trouve que finalement, là, en termes de liberté individuelle, pouvoir se marier, pouvoir se retrouver en famille, ce sont des droits fondamentaux. On l'a vu sur la pandémie aussi, avec une vraie difficulté dans certaines parties du monde des Français de revenir en France. C'était une première, puisqu'en principe, on a porte ouverte dans son propre pays et que ça n'a pas été le cas. Donc, il y a eu de part et d'autre des familles séparées pendant plusieurs années, pendant 2 ans, pour certaines parties du globe. C'est une situation inédite qu'on n'aurait pas imaginée. Alors, on a dépassé même l'heure qu'on s'était impartie. Je vais faire un rapide tour des yeux des uns et des autres pour savoir, Catherine, tu veux prendre la parole sur la francophonie, peut-être, la laïcité? Je voudrais insister parce que c'est tellement au cœur de nos propositions qu'on en a parlé toutes, mais qu'on l'a évoqué toutes sans en parler vraiment. Et donc, je voudrais insister sur savoir que la laïcité est vraiment au cœur de notre engagement à toutes. Et à tous au sein de la Fédération de la gauche républicaine et à tous aussi parmi nos suppléants. Mais comme on est très ultra majoritaire, on va dire toutes. C'est une vérification grammaticale qui est peut-être antérieure au XVIe siècle, mais qui est pas mal non plus. Donc voilà. Et la laïcité, c'est vraiment très, très important parce que ça couvre notre liberté de conscience. C'était très bien rappelé dans la question concrète par notre dernière candidate, mais c'est vraiment très, 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 très important de rappeler que c'est à la fois simplement ça, mais tout ça, la séparation des églises et de l'État. Les églises n'imposent pas à l'État, mais l'État n'impose pas aux églises leur forme d'organisation.
on le rappelle, hein, c'est une liberté, c'est une indépendance à deux facettes. Et la deuxième chose, ça garantit la liberté de conscience, c'est-à-dire celle de croire ou de ne pas croire, parce qu'on oublie toujours cette composante, ou de ne pas croire. Et quand on croit, de changer de religion. Et ces principes-là sont absolument nécessaires à notre liberté individuelle, à notre art de vivre à la française. Et cet art de vivre à la française va me permettre de faire le lien avec le deuxième thème qui est la francophonie. On en a parlé à travers l'école. Bien sûr, les établissements scolaires sont un des éléments de notre politique de la francophonie, mais les instituts et alliances françaises sont aussi ces outils. Ils ont été fortement malmenés, largement autant que les établissements scolaires. Et c'est un vrai problème parce qu'il y a à la fois une certaine idée de la France, mais aussi des activités économiques derrière cette diplomatie culturelle. Je pique le terme à Mathieu, parce que on le sait, les Américains avec Hollywood sont les grands maîtres du soft power. Mais aujourd'hui, un tout petit pays comme la Corée du Sud, avec ses groupes de K-pop et ses séries télévisées, y arrive très bien aussi. Tout le monde connaît la Corée du Sud maintenant partout. Tout le monde va manger cuisine coréenne parce que tout le monde a vu au moins une série dans laquelle on mange des nouilles noires. Bon, bref, donc la France avait ça une certaine identité culturelle, un art de vivre à la française, la cuisine, la mode, sa langue fortement, et par conséquent, cette question de la protection ou de la promotion de la francophonie et de notre culture est tout à fait indispensable à l'idée que nous faisons de notre vivre en commun. Mais désolée, je suis comme toutes les candidates, passionnée de cet engagement et passionnée de nos valeurs. Et donc, voilà, on a rallongé. Oui, parce que si quelqu'un avait un doute qu'il y en a plus, c'est une vraie campagne. C'est un réel engagement de notre part à toutes et tous. Je salue Jean-François aussi. Et c'est un engagement, je le disais à une journaliste de New York, c'est un engagement qui ne va pas s'arrêter là. Et quelle que soit l'issue des élections, c'est un élément du pacte républicain qui nous échappe, qu'on va garder et qu'on va faire prospérer, sur lesquels on sera très vigilant. Ça n'est pas une nouvelle aventure, puisque Mathieu l'a rappelé, il y a plusieurs de nos militants qui sont engagés sur ces sujets-là, mais je pense qu'on a acquis une dimension très supérieure tous ensemble sur ces sujets-là et qu'on va avoir à cœur de continuer à les porter indépendamment de l'issue des uns et des autres dans les urnes les 4 et 5 juin pour le premier tour. Mathieu, justement, tu veux... Et le 27 mai pour le vote électronique qui commence, donc dès donc là, cette semaine-ci, le vote électronique, tout le monde doit avoir reçu, qui est inscrit à l'étranger, donc déjà un email et un SMS avec les informations pour faire le vote. Si vous n'avez pas reçu encore de SMS avec votre mot de passe ou la procédure pour pouvoir voter, adressez-vous à nous. Alors, nous avons le site internet, bien sûr, où il faut venir nous voir pour pouvoir avoir accès aussi à notre adresse internet, contact@gauche-républicaine2022, françaisétranger.fr. Donc, si vous avez un problème, vous n'avez pas reçu le SMS, contactez-nous pour que nous puissions vérifier avec les services consulaires quel est le problème. Je redonne l'adresse email, contact@gauche-républicaine2022-françaisétranger.fr. Le vote électronique commence le 27 jusqu'au 2 juin. Et nous aurons, en principe, le sujet doit être en cours de résolution, la mise en ligne de nos circulaires électorales sur le site du ministère des Affaires étrangères français, puisqu'elles n'ont pas été mises en ligne dans la première vague, mais nous y travaillons, voilà, puisqu'elles ont été déposées comme les bulletins de vote dans les temps. Bulletins de vote que chaque votant ayant indiqué qu'il voudrait par correspondance faire recevoir, il y en aura également pour ceux qui iront voter à l'urne. Voilà, je crois qu'on est au terme de cette réunion. Je remercie chacune. Et puis, nous continuons la campagne de plus belle. À bientôt. Bonsoir.